au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Front social, réforme des retraites ou encore municipale, faut-il parler d'une séquence de tous les dangers pour la majorité? Comment en tout cas répondre à l'inquiétude et aux doutes des Français et peut-être aussi de ceux qui ont voté Emmanuel Macron et surtout ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017. Inquiétude quant aux choix économiques, aux choix sociaux, aux choix sociétaux du gouvernement. Comment dans ce contexte de crise, de rejet d'Emmanuel Macron dans l'opinion, encore les sondages, et de doute au sein même de la majorité vis-à-vis du président, éviter un vote sanction aux élections municipales. Mais pour commencer, Marielle de Sarnez, ce qui fait une partie de l'actualité de ces dernières semaines, de ces 50 et quelques derniers jours, le projet de réforme des retraites qui est désormais bloqué en commission. La faute à l'obstruction de la gauche ou la faute à un projet mal ficelé et pas financé? C'est un projet qui est complexe, qui est difficile, probablement, je l'entends assez bien à expliquer, et en même temps, c'est un bon projet. Il va dans la bonne direction. Voilà. C'est vrai que c'est bloqué en commission. C'est un projet juste. Mais écoutez, c'est la vie parlementaire là. Alors, on peut critiquer évidemment la guérilla parlementaire, la flibuste parlementaire. Bon, il n'empêche que c'est dans les habitudes de l'Assemblée. Moi, je pense que ça serait bien de les faire évoluer. Je pense que ça serait bien d'avoir un Parlement qui travaille autrement, mais on va dire à règle constante. C'est comme ça que ça se passe. Alors, sur l'obstruction. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de l'obstruction, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse améliorer le texte là où il est améliorable. Est-ce qu'il peut y avoir des pistes intéressantes, par exemple, sur la pénibilité? Est-ce qu'il peut y avoir des pistes intéressantes sur la gouvernance? Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de construire que de déconstruire. Alors justement, piste d'amélioration sur la pénibilité, sur la gouvernance, oui. Tout ça doit pouvoir venir dans le cadre du débat à l'Assemblée, notamment à partir du 17 février. Et si vous vivez le même genre d'obstruction, tous ces points, vous ne pourrez pas les insérer dans le texte. Il faut continuer, je veux dire, autant que faire se peut, en commission encore pour quelques heures, quelques jours. Mais en tous les cas, on a devant nous une réforme qui est une réforme, comme on a dit, d'un système. C'est pas, et donc c'est plus compliqué. C'est vrai que la réforme à point, je trouve qu'elle a un intérêt une fois qu'elle sera mise en place, et elle ne l'est pas encore, et c'est pas pour demain matin. C'est qu'au fond, elle est plus juste. C'est dans de très nombreuses années. De nombreux pays européens sont allés vers ça aussi. Elle est plus juste et elle est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'on pose des piliers d'une réforme qui fait qu'on ne sera pas obligé d'y revenir tous les 6 mois. Alors, et je trouve que c'est quand même pas si mal. Une précision. Le projet va donc arriver le 17 février dans l'hémicycle. Oui. En cas de nouveau blocage, êtes-vous de ceux et de celles qui envisagent, voire poussent à l'utilisation du 49.3 pour que la réforme puisse être adoptée avant les municipales? Je suis parlementaire. Ouais. Et peut-être on viendra tout à l'heure sur la réforme des institutions. Je crois à la nécessité d'un Parlement fort. Je crois à la nécessité que le débat ait lieu au Parlement et pas ailleurs. Mais si on veut que le débat ait lieu au Parlement, il faut que les députés qui veulent améliorer vraiment le texte, qui ne sont pas dans la flubiste parlementaire, puissent le faire. Et donc ça, c'est mon choix, c'est mon orientation. C'est ma vision. Ça veut dire que laissons la place dans le débat à ceux qui veulent améliorer le texte, à ceux qui sont en capacité de modifier ce qui est encore à modifier ou à améliorer. Écoutez, voilà, après, les oppositions, il y a essentiellement un groupe qui a déposé de très, très, très nombreux amendements. LFI, 19 000 amendements. Voilà, il le fait, on voit bien, pour des raisons qui sont des raisons de politique, on va dire même politicienne. Oui, mais attendez, Marielle de Sarnez, ça c'est le constat. Maintenant, l'avenir, c'est le débat qui va arriver. Moi, je souhaite que le débat ait lieu. Et deuxième chose, je souhaite qu'en parallèle, la conférence sur le financement puisse aussi aboutir à un consensus et à un bon consensus. Je suis de ceux ou de celles qui souhaitent qu'on puisse améliorer les choses. Je ne crois pas dans le rejet massif, même si je comprends que ça puisse tenter les oppositions. Il s'agit du réforme de notre système de retraite. Ça appartient aux Français. Moi, je pense que c'est très important que le Parlement fasse entendre sa capacité d'amélioration de ce texte. Mais c'était pas la question. C'est ma réponse. La question, notamment, puisque l'hypothèse a été envisagée. Je forme le vœu que le débat aille jusqu'au bout. L'hypothèse est envisagée. Je forme le vœu que le débat aille jusqu'au bout. L'hypothèse a été envisagée par l'un de vos amis, puisque c'est le président du groupe Modem à l'Assemblée, Patrick Midiola. Il a dit, si ça se passe comme ça, il faudra
peut-être, sans doute, pas tout à fait qu'il a dit. Utiliser le 49.3. Il a dit, il faudrait imaginer un 49.3 préventif, dissuasif. Donc, il a mis un adjectif vous à dites côté. Pareil ? Moi, je souhaite que le débat aille à son terme, si possible. Si possible, sinon... C'est mon souhait. Sinon, le gouvernement tranchera. Ça sera avec le 49.3. Ça sera de son affaire. Mais moi, j'aimerais bien que le Parlement montre qu'il est en capacité de faire en sorte d'aller jusqu'au terme du débat. Alors, un projet de réforme des retraites, Marie de Sarnez, qui a donc débouché sur un mouvement social consécutif au mouvement des Gilets jaunes, le tout concomitamment à une radicalisation, à une violence dans la société, un discours de haine, peut-être quelque part un complotisme ambiant de ceux qui jouent sur la peur et le relativisme. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la France, de l'état de la société française et aussi d'ailleurs du débat public? Moi, je crois que cela dit des choses encore plus profondes. Vous parlez de l'état de la France, et vous avez raison. Et de l'Europe aussi, bien sûr. Oui, et même, c'est plus global. C'est quelque chose qui touche presque toutes les démocraties du monde. On est, en France et dans d'autres démocraties du monde, dans un malaise social qui s'est enquisté depuis de nombreuses années, même depuis des décennies, avec une forme d'accroissement des inégalités, une fracture entre ce qu'on nomme, entre guillemets, les élites et le peuple. Et cette fracture-là, on l'observe dans toutes les démocraties du monde. C'est aussi des formes de inquiétude, interrogation, peur devant ce qu'on nomme la mondialisation, au fond. Perte de sens, perte de repères. Et donc, c'est tout ceci additionné et conjugué qui fait que, oui, c'est difficile d'avoir des gouvernances apaisées en ce moment dans les démocraties du monde. Et pourtant, nous devons répondre à toutes ces questions. Et ce qui s'est passé avec le grand débat consécutivement aux Gilets jaunes, au fond, c'était ça. C'était on essaye d'écouter et on essaye d'ouvrir quelque chose de nouveau, de prendre tout ça en compte. Ah ben moi, je pense que c'est encore devant nous, ce malaise, ces inégalités, l'accroissement de ces inégalités, l'absence du fonctionnement de ce qu'on appelait l'ascenseur social, au fond. C'est-à-dire de pouvoir vous dire que la vie sera meilleure pour vous demain et surtout pour vos enfants demain. Moi, je crois que tout ça, ça bloque une société, ça accumule les peurs et que c'est exactement ça qui est en train de se produire dans nos démocraties. Mais alors, vous parlez de nos démocraties, ça on parle veut dire un peu de la France. Nos dirigeants, et particulièrement en France, parce que la France est ce qu'elle est, c'est un grand pays qui a, à mon avis, une responsabilité pour elle en ce moment, mais pas seulement pour elle. Il faut qu'on montre qu'on peut répondre à ces inquiétudes vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la mondialisation telle qu'elle se déroule. Et donc, ça veut dire qu'il faudra, sur le plan économique, les résultats sont bons et c'est très bien. Sur le plan social, montrer que, au fond, nous avons un chemin, qu'il y a un chemin pour l'ensemble des Français et pas seulement certains d'entre eux. Et ça sera, au fond, l'enjeu des années qui viennent. Et pour moi, c'est un enjeu très important. Mais cette réforme des retraites, dont on n'a pas parlé vraiment sur le fond et sur le contenu, c'est une réforme qui est une réforme, comme on dit, redistributive, qui va plutôt dans un sens de justice. Ceux qui avaient des retraites très très faibles auront des retraites plus importantes. Ceux qui travaillaient que quelques heures et qui donc ne pouvaient pas cotiser pour leur retraite, cotiseront désormais pour leur retraite. Alors tout ça est compliqué parce que ça passe par la remise en cause de systèmes, les régimes spéciaux, etc. Mais en même temps, c'est nécessaire. La France, elle en est à ce moment-là. Et donc, c'est un moment difficile, mais moi, je soutiens de toutes mes forces la volonté de notre président de la République que de réussir ce moment-là. Heureusement, vous êtes l'une des dirigeantes de la majorité. Non, mais c'est très important parce que au-delà de ça, c'est pas une question simplement majorité-opposition. Au-delà de ça, nous avons au fond une obligation de réussite. Partout dans le monde, il y a la naissance de populisme, il y a l'exacerbation, il y a de la violence, il y a des tensions. Eh bien, il va falloir que la France réponde à cela. Et donc, oui, on a une obligation de réussite, on a une obligation, au fond, de rassembler les Français sur un projet, sur une vision, que la France réponde présente à tous ces enjeux. Alors, tous ces enjeux, et puis on parle depuis le début du quinquennat de cette fameuse réforme institutionnelle, réforme de la Constitution. Une réforme qui a été stoppée par l'affaire Benalla. Est-ce que le MoDem est toujours attaché à ce projet ?
puisque c'est quand même quelque part François Bayrou qui l'avait lancé. Comment réformer la Constitution en dépit de l'opposition du Sénat? Et peut-il y avoir un consensus sur un certain nombre de points avec le Sénat, avec l'opposition, avec les oppositions, et lesquelles? On voit bien qu'on a un problème démocratique. Et c'est pour ça que je vous pose la question. On a un problème démocratique, on a un problème de représentation. On a un Parlement qui ne ressemble pas à la France. Moi, je suis pour un Parlement fort, et donc c'est vrai qu'il y avait dans ce projet, ou il y a toujours dans ce projet, l'idée d'avoir un Parlement, pour moi, plus fort. C'est lié au nombre de parlementaires. Je pense que si on a moins de parlementaires, députés et sénateurs, il va falloir renforcer les pouvoirs du Parlement, et je suis vraiment une défenseuse de l'idée d'un Parlement fort. Quand on a un exécutif fort, il faut un Parlement fort, parce qu'on a besoin d'un équilibre des pouvoirs. Donc le MoDem était pour 20%, 20-25%. Alors ça, c'est une autre... Oui, voilà, j'y arrive. Ensuite... Bien sûr, si on veut que ce soit de la représentativité et que l'ensemble des sensibilités soient représentées, il faut de la proportionnelle. Mais qui ne dépend avec pas de la un réforme système constitutionnelle. Exactement, c'est une simple loi avec un système qui permette d'avoir un système majoritaire en France. Ça, c'est très important de le conserver. Donc, il faut allier l'efficacité, au fond, du système majoritaire avec une meilleure représentation et représentativité des sensibilités. Nous y sommes toujours favorables. Toujours favorables. On va reparler dans quelques instants de la réforme constitutionnelle, des moyens éventuellement d'y aboutir. Si ça ne marche pas, si vous constatez qu'il y a un blocage du côté du Sénat, est-ce qu'il faut aller dardard vers l'instillation d'une dose de proportionnelle aux législatives? L'instillation, c'est ce que disait François Mitterrand en 1986. On a vu. Lui, il a fait la proportionnelle intégrale. On a vu sur quoi ça a débouché. Mitterrand, voilà. Donc il a instillé rien du tout. Pour mémoire. Non, mais c'est pour ça que je l'ai remarqué. Non, mais moi je vous ai dit baisse du nombre de parlementaires. C'était au fond un engagement. 30% de parlementaires en moins. Alors ok, c'est jamais facile, c'est jamais simple, mais moi je pense que ça doit aller de pair avec le renforcement des pouvoirs du Parlement. Et puis une part de proportionnelle pour que les sensibilités soient mieux représentées. Après, on va partir dans le schéma qu'est-ce qui est de la loi organique, qu'est-ce qui est de la loi simple. On sait que la part de proportionnelle, c'est de la loi simple, mais enfin, on va peut-être pas rentrer dans tous les schémas. Et il va falloir, sur ces grandes questions-là, que le Parlement français, je veux dire, Assemblée nationale et Sénat, au fond, soit en capacité, si jamais c'était enclenché, de dépasser leurs propres intérêts pour penser à l'intérêt général. Et moi, je pense que ceci irait, la réforme pour laquelle je plaide, dans le sens de l'intérêt général. Certains se disent, au sein même de la majorité, Marie de Sarnez, que si le Sénat bloque, pourquoi pas engager un référendum sur cette réforme de la Constitution? Écoutez, d'abord que les chambres fassent leur travail. Je veux dire que Assemblée et Sénat travaillent vraiment ensemble. À partir du moment où le gouvernement mettra cette question sur la table. Et vous dites, comme vous l'entendez, vous comprenez que pour moi c'est une question. Alors j'entends les arguments qui est de dire, mais est-ce que l'attente de nos compatriotes, c'est pas d'abord une attente sociale, c'est pas d'abord une attente économique? Ce sont des arguments que j'entends, que je prends en compte. Voilà. Est-ce qu'on peut tout faire en même temps? Est-ce que dans le temps qui est devant nous, on peut aller plus loin sur l'économique et le social, et en même temps sur notre démocratie? En tous les cas, ce serait mon souhait, mais j'entends effectivement ces arguments. Proportionnel, donc la question que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Si le Sénat bloque, est-ce qu'il faut quand même faire la proportionnelle à l'Assemblée? Mais je vois pas pourquoi le Sénat bloquerait, parce qu'ils sont déjà élus à la proportionnelle pour partie. Bloc sur le reste. Oui. Bloc sur le reste. Sur la diminution du nombre de parlementaires. Non, il peut bloquer sur la diminution du nombre de parlementaires, écoutez, sur le CSM, sur la Cour de justice de la République. Évidemment que des assemblées, elles sont tentées, si elles pensent qu'à leurs intérêts propres et personnels, de dire « Ah non, on veut diminuer notre nombre, c'est non ». Mais bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut penser en termes d'intérêt général. Les défis qui sont aujourd'hui devant notre démocratie en France sont des défis immenses et dans lesquels il va falloir quelquefois aussi dépasser ses propres intérêts. Mais c'était pas la question. Je vous dis, si vous constatez globalement... Mais moi, je ne constate rien. Laissez-moi poser la question. Je ne constate rien. J'ai envie que Assemblée et Sénat avancent. Donc, je ne vais pas, au moment où je vous dis, si ça pouvait se passer, je ne doute pas qu'il y aura la prise en compte de l'intérêt général de la part des députés comme des sénateurs. Je ne vais pas dire, mais j'ai un plan B s'ils ne prenaient pas en compte l'intérêt général. Ce que vous dites, il faut faire la proportionnelle coûte que coûte. Qui prennent en compte l'intérêt général. Moi, c'est ça que je demande.
Alors, le contexte politique n'est pas très bon pour la majorité depuis quelques semaines, et puis encore moins depuis cette polémique autour du deuil parental pour enfants. Qu'attendez-vous dans ce contexte de la rencontre entre Emmanuel Macron et la majorité, les parlementaires de la majorité mardi soir? Écoutez, c'est une rencontre, on va dire, normale, qui intervient sûrement au bout d'une semaine où vous avez vous-même commenté une actualité qui n'était peut-être pas des meilleures. C'est comme ça, c'est la vie politique, et c'est bien normal et naturel. Bien, le président de la République, il doit porter une vision, il doit entraîner le pays, et entraînant le pays, il doit évidemment appeler à la responsabilité de sa majorité. Ça veut dire quoi, responsabilité de sa majorité ? Je pense que c'est très important que nous soyons, nous, dans la majorité, et d'ailleurs même au-delà de la majorité, au fond, les défenseurs d'un succès possible pour notre pays. Moi, je ne peux pas souhaiter l'échec. Vous m'avez pas laissé finir tout à l'heure sur la montée des populismes et du dégagisme. Nous, on a eu une chance formidable en France. C'est qu'on a eu Emmanuel Macron élu. C'est pas le cas d'autres démocraties du monde qui ont eu le dégagisme qui a fonctionné, qui a mis dehors tout le champ politique classique traditionnel pour élire des leaders plutôt, on va dire, populistes que de grands démocrates ou de grands républicains. Nous, ça n'est pas le cas en France. Mais c'est une chance formidable. Et donc, cette chance, il faut la conserver. Moi, je veux que cette élection et que sa transformation en cours du pays puisse être durable. Je veux que ça s'ancre. C'est notre responsabilité à nous tous, majorité. Et c'est même la responsabilité, au fond, quand on regarde aussi de l'ensemble du champ démocratique et républicain. Nous sommes un des rares pays où le système du dégagisme n'a pas produit de populisme. Et pourtant, Alors écoutez, profitons-en, faisons les choses comme elles doivent être faites, ne baissons pas les bras. Il peut y avoir des difficultés dans les moments politiques, c'est l'actualité, tout ça, ça va très vite, le monde est compliqué, les défis sont immenses, mais en même temps, nous avons des institutions qui fonctionnent, nous avons un président de la République qui se doit de rassembler le plus largement possible les Français, et nous avons donc, nous, majorité, une responsabilité, c'est que ça réussisse. Mais pourtant, vous entendez cette petite musique depuis quelques mois déjà. Le quinquennat est terminé à cause de la colère sociale et du rejet dont ferait l'objet Emmanuel Macron, qui sera battu, c'est la musique qu'on entend, ou ne pourra pas se représenter, et c'est Marine en 2022, et c'est Marine Le Pen qui serait élue en 2022. Oui, toutes les musiques du défaitisme, je les rejette, mais vigoureusement. On n'est pas là pour essayer pour se complaire ou pour effectivement être dans le défaitisme. C'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être lucide sur la situation, lucide sur les difficultés, lucide sur les attentes. Elles sont immenses, lucides sur les aspirations de nos concitoyens et y répondre. C'est du boulot. Et moi, je demande qu'on se mobilise et qu'on mette de côté les états d'âme. Et c'est absolument nécessaire pour la France et pas seulement pour la France. On doit réussir. Vous dites on doit réussir. Vous avez l'air heureuse d'être dans la majorité. Président du groupe, d'ailleurs, par exemple, de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Mais le MoDem, vous êtes vice-président du MoDem, il sert à quoi dans la majorité ? Il sert à inaugurer les chrysanthèmes ou à regarder passer le train de la Macronie? Ni l'un ni l'autre. Vous savez très bien qu'on participe aux décisions qui sont prises, que nous avons une place évidemment importante dans la majorité présidentielle et qu'en même temps, ce qui fait notre identité, au fond, cette volonté que nous avons de rassembler au-delà des clivages, cette vision que nous avons du rôle du président de la République, qui est dans son rôle quand il rassemble tous les Français, la question par exemple de la représentativité à l'Assemblée, la question de la justice sociale, la question de l'architecture et de l'équilibre avec les territoires, la question de la réforme de l'État. Bref, je pourrais continuer comme ça sur ce qui sont nos fondamentaux. Eh bien, nous les mettons et ils sont au cœur, au fond, de la réflexion et de l'action aujourd'hui. Et notre responsabilité à nous, elle est aussi pas seulement d'accompagner. Il y a un moment dans les quinquennats où on dit toujours on va faire tout ce qu'on a promis de faire et le président l'a promis pendant sa campagne, donc il faut le faire. Puis il y a un moment où il faut regarder vers l'avenir. Il y a un moment où il faut être en capacité
de porter, au fond, de nouveaux défis ou de nouvelles ambitions d'abandonner des projets pour l'avenir, de ne rien abandonner. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le nombre de parlementaires et la proportionnelle, c'était un engagement, de ne rien abandonner, mais il faut être capable aussi de construire et de proposer pour les années qui viennent. Et au fond, ce qui nous intéresse, nous, ce sur quoi nous réfléchissons, c'est le pays à 5 ans, ou à 10 ans, ou à 15 ans. C'est ça la question qui est devant nous. Et ça aussi, c'est un enjeu immense pour l'ensemble de la majorité. Puisque vous reparlez de la réforme de la Constitution à travers la réduction du nombre de parlementaires et la proportionnelle, si vous n'y arriviez pas, ça serait un échec pour le quinquennat et pour Emmanuel Macron? Je vous ai dit que j'entendais ceux qui disaient, attention, il y a d'autres priorités, éco, sociales, sociétales. Moi, j'entends ça. Je suis pas, voilà, je suis pas fermé. Je considère que la question démocratique est une question importante. Et que si on pense que notre démocratie fonctionne dans notre pays et qu'on en est satisfait, moi, j'en suis pas satisfaite. Si on pense que les pouvoirs sont parfaitement équilibrés, moi, je considère pas que les pouvoirs sont parfaitement équilibrés, que l'Assemblée représente vraiment, est représentative du peuple français. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je mettrai sur la table. Après, il faut regarder, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a une capacité à le faire, une envie de le faire dans les mois qui viennent? Moi, vous avez compris que je le souhaitais, et en même temps, je comprends qu'il puisse y avoir d'autres exigences auxquelles il faut également répondre. Et vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron le souhaite ou pas? Je souhaite qu'on puisse répondre à l'ensemble de ces exigences, pour autant que cela soit possible. Autre exigence, haute volonté peut-être de régler, entre guillemets, le problème du communautarisme et des communautarismes. On nous dit Emmanuel Macron annonce a priori un discours, un projet, des propositions pour avant les municipales en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce que vous-même, Marie de Sarnez et vous-même, le Modem, en attendez? Nous sommes extrêmement... pour nous, la question de la laïcité... Vous parlez communautarisme, moi je vais répondre laïcité. Pour nous, la question de la laïcité... Emmanuel Macron parle de séparatisme. La laïcité, c'est quelque chose de fondamental. Et on ne se rend pas compte à quel point cette laïcité-là, la laïcité française que la France le porte, modèle français, que la France incarne, c'est un modèle qui est universel pour moi, et c'est un modèle dont le monde va avoir besoin terriblement. La liberté de croire ou ne de pas croire, le fait de pouvoir vivre ensemble en le permettant, le fait de séparer ce qui est du domaine de la religion et ce qui est du domaine de la loi, tout ceci, ce sont des principes, mais absolument fondamentaux si nous voulons pouvoir vivre ensemble en France et dans les autres pays du monde. Et donc, c'est un bien extrêmement précieux, la laïcité à la française. Et moi, je suis toujours étonnée du fait qu'on n'en soit pas fier. Au fond, c'est une fierté française. Alors la question, pour moi, c'était la laïcité, qu'est-ce que vous attendez française. Et cette laïcité, eh bien, il faut qu'elle vive, qu'elle s'applique, qu'elle soit prise en compte, qu'elle soit respectée dans la vie de tous les jours, dans les associations, dans les écoles, dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que vous attendez du discours que doit prononcer Emmanuel Macron? Mais j'attends exactement ça, qu'il rappelle les principes absolument fondamentaux que la France porte, et que ces principes ne restent pas simplement des principes hors sol, que ces principes soient appliqués. Ça n'est pas plus compliqué. Autour de quel Ça n'est pas plus compliqué que cela. Si la loi doit être renforcée, il faut la renforcer. Sur quoi, par exemple? Mais que ces principes soient appliqués, qu'il n'y ait pas d'associations qui mettent en cause ces principes-là, qu'il n'y ait pas d'écoles hors contrat qui mettent en cause ces principes-là, que dans la vie quotidienne de nos concitoyens, de nos compatriotes, eh bien, ces principes soient d'application. C'est assez simple. Il faut dire laïcité, il faut dire communautarisme, il faut dire séparatisme. Moi, j'aime bien laissez-moi poser la question. Laïcité, séparatisme, comme le dit le président de la République, ou est-ce qu'il faut dire islamisation de certains territoires de la République? Il faut dire laïcité, plus que jamais. Plus que jamais. On ne vivra pas ensemble sans la laïcité. Et la laïcité, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble, et c'est le fait de pouvoir séparer, mais d'une manière absolument indiscutable, ce qui est du côté de la religion et ce qui est du côté de la loi. Et c'est le fait qu'on puisse croire ou qu'on puisse aussi ne pas croire. Ces principes-là, c'est cela qu'il faut rappeler et faire vivre. Et moi, je pense que c'est une force de la France. Quand je vois ce qui se passe dans de nombreux pays qui nous entourent, quand je regarde ce qui se passe en Turquie, quand je regarde ce qui se passe, je pourrais citer, la liste serait longue, on a vitalement besoin de laïcité. Mais
Et alors, puisqu'on parle vous parlez de laïcité, on parle de communautarisme, qu'est-ce que l'affaire, entre guillemets, Lila, dit de la société française? Mila. J'ai dit Lila, pardon, Mila, oui, Mila, de la société française, d'une partie de ses élites, et notamment d'ailleurs politique et intellectuelle. Pour moi, il n'y a qu'un seul réflexe. C'était la question, êtes-vous Mila? Oui, on ne peut pas ne pas être Mila. Vous avez entendu ceux et celles, notamment Ségolène Royal, oui, je suis en désaccord. Quelque part Martine Aubry, tout ça qui ont dit... Je suis en désaccord. La laïcité, ça se discute pas. Voilà. Mais qu'est-ce que ça dit de la société française? Ça se prend comme un ensemble. Ça dit qu'on est paumé, qu'on est perdu, que les choses n'ont plus de sens, qu'il n'y a plus de repères, qu'il n'y a plus de valeur des mots, qu'il n'y a plus de valeur des principes, et que c'est tout ceci qu'il faut, au fond, recentrer. Et vraiment, le rôle du président de la République, c'est exactement celui-là, c'est de remettre du sens là où il peut y avoir une partie des opinions qui peuvent être de temps en temps déboussolées. Et c'est pas seulement du sens, c'est de faire aussi en sorte que nos principes soient d'application, que ça ne reste pas simplement des mots, mais qu'on les vive. Alors, un communautarisme islamiste, si vous voulez, une laïcité refusée par une partie de la population, à l'origine d'une renaissance de l'antisémitisme. Des actes antisémites se produisent dans les écoles, creuser des valeurs de la République et dans certains quartiers. Qu'est-ce qui a failli? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus au niveau du modèle français? Et puis, on peut ne pas se limiter d'ailleurs à l'antisémitisme. On peut parler de tout un tas d'autres problèmes. Et le modèle français, je pense qu'on l'a en partie abandonné. On l'a en partie vidé de son sens. Quand un modèle est fort, quand un modèle s'incarne, au fond, l'ensemble de nos compatriotes, de nos concitoyens se l'approprie. Je pense qu'il n'y a plus d'appropriation du modèle français parce que le modèle français n'est pas assez fort. Et donc, il faut qu'on le remette à sa place, il faut qu'on lui redonne du sens. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Mais il faut faire adhérer nos concitoyens au modèle français. C'est pas une question uniquement de règles. Bien sûr qu'il faut des règles. Bien sûr qu'il faut des lois, bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il faut des décisions quand l'État doit décider. Mais en même temps, nous avons besoin de faire adhérer les Français à ce modèle. Mais là, on parle de l'antisémitisme parce que il suffit de faire adhérer les gens, les Français, au modèle français, parce que ce qu'on constate, et ce qu'Emmanuel Macron a constaté, a rappelé le 23 janvier à Jérusalem, c'est qu'on tue aujourd'hui des Juifs en France parce qu'ils sont Juifs, depuis des années. Donc il y a eu Toulouse, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu l'Hypercacher, il y a eu Sarah Halimi, encore Mireille Knoll, et on en passe. Et c'est-à-dire que l'État, le gouvernement, la société serait impuissant. Ça veut dire que ça ne va pas, que notre société, oui, que ça va pas. Ça va pas. Et alors Emmanuel Macron ajoute aussi autre chose, et d'autres l'ont dit avant lui, notamment Manuel Valls, notamment François Hollande. Il dénonce ceux qui se cachent derrière la négation de l'État d'Israël. Et on ne parle pas de la critique de l'État d'Israël, de la politique de l'État d'Israël, la négation de l'État d'Israël pour développer, c'est Emmanuel Macron qui parle, un antisémitisme le plus primaire. Cet antisémitisme, nous devons le combattre de toutes nos forces parce que ça met en cause profondément ce que nous sommes et ce à quoi nous croyons tous. Qui que ce soit que nous soyons. Après, vous faites le lien peut-être avec la question du Proche-Orient. Et on en parlera après du Proche-Orient. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est lié, ça dure depuis trop longtemps. Et ça dure depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui dure depuis trop longtemps ? On va y revenir, cette guerre au Proche-Orient et cette déstabilisation du Proche-Orient et cette on va en parler après. Incapacité à pouvoir faire vivre deux peuples ensemble, côte à côte et en paix et les reconnaître. Évidemment que tout ceci nourrit aussi un terrain qui n'est pas un bon terrain. Mais nous, un terrain qui n'est pas un bon terrain, est-ce que c'est justifié ou pas? C'est ça la question. Mais bien sûr que non, c'est pas justifié. Comment voulez-vous Je dis évidemment que c'est condamnable. Toutes ces atrocités sont éminemment condamnables. J'étais de tous les défilés. Mais en même temps, jamais j'aurais pensé que notre société évoluerait dans cette façon-là, dans cette dernière décennie. Et donc, c'est quelque chose qui doit bien sûr tous nous interroger et qui requiert une vigilance, une capacité d'agir pour que notre société, ces dérives-là, soient non seulement condamnées, mais que ces dérives-là, on ne puisse plus
continuer dans ce sens-là dans les années qui viennent. Alors on parlera de la politique étrangère un peu plus tard. Je ne veux pas lier justement l'antisémitisme à la politique étrangère parce que c'est quelque chose qui est malsain. Mais on va parler des municipales. Hein. On est à 5 semaines de ces élections. Premières élections locales depuis le début du quinquennat. Est-ce que vous pouvez encore éviter votre sanction contre le pouvoir et contre Emmanuel Macron ? D'abord, pour moi, les élections municipales sont des élections locales, si vous me le permettez. Ce ne sont pas des élections nationales. Elles apparaissent comme et élections vraiment, nationales. Voilà quelque chose qu'au mouvement démocrate, nous croyons, et c'est une conviction absolument profonde. Et les élections locales, elles doivent être traitées comme les élections locales. Deuxièmement, si on fait un peu de politique, et vous êtes tout de suite dans le commentaire, évidemment, de ces élections, moi, je sais une chose, c'est que La République En Marche a très, très peu de sortants. Vous en avez plus qu'eux, hein ? Oui, on n'en a pas tant que ça non plus. Voilà, on a des formidables maires, évidemment. Mais donc, ça veut dire que quand on dit sanctions, ça veut dire quoi ? Qu'ils vont perdre des villes ? Ils n'en ont pas beaucoup. Non, ils comptent en gagner, vous comptez en gagner, et a priori, ça peut ne pas être le cas. Voilà. Gagner, c'est pas la même chose que perdre. Hein. Pardon, je veux dire je vais gagner une ville, c'est pas la même chose que d'avoir une ville et de la perdre. Donc, mais je vous interromps 30 secondes parce qu'il y a les objectifs qui ont été mis en avant au départ, il y a quelques mois déjà, par la direction de La République En Marche. C'était gain d'un certain nombre de villes, dont Paris. Bon, écoutez, moi, en tous les cas, je vois une chose, c'est que sur la carte des villes, des 36 000 communes de France, il y en a très très peu qui ont l'étiquette de La République En Marche. Donc, il y en a très très peu qui seront perdus. Donc, on pourra dire que La République En Marche a fait un bond de 400, 500, 600%. Ils essayent de gagner un certain nombre de villes. La majorité essaye de gagner un certain nombre de villes, je pense, en particulier à Strasbourg, par exemple, qui sont des villes, à mon avis, gagnables. Tant mieux, on est à leur côté dans ces villes-là, et si ça peut marcher, tant mieux, je le souhaite. Mais moi, je vous redis... Et parfois pas à leur côté, comme à Bordeaux. Hein. Bordeaux, je regrette vraiment qu'ils ne soient pas pour l'instant avec nous. Ils le seront à l'issue du premier tour, mais j'aurais aimé qu'ils le soient avant le premier tour. Nous soutenons le maire sortant et nous pensons que c'est un jeune maire absolument formidable et excellent pour la ville. Et on est, donc vous parlez de Nicolas Florian, mais là on est à Paris. Vous êtes conseillère de Paris sortante. D'abord la question, il y a eu un accord entre le MoDem et La République En Marche à Paris pour soutenir Benjamin Griveaux. Vous-même, est-ce que vous allez être candidate ? On dit que vous seriez candidate sur la liste de Lecoq dans le 6e arrondissement. D'abord, je suis sortante avec Jean-Pierre Lecoq. Et Jean-Pierre Lecoq est un excellent maire d'arrondissement. Et tous les habitants... c'est un maire d'arrondissement. Moi, vous voyez, la question des étiquettes dans les municipales, je trouve ça... Non, mais je précise ça pour les auditeurs. Vous remettez ça... Non, mais je suis en désaccord avec vous. Mais... Tous les maires que je connais sont des gens qui sont au-dessus de l'ensemble des clivages partisans. Et le maire du 6e, comme d'autres. Comment voulez-vous qu'on gouverne une ville avec une étiquette politique ? Non, mais la question n'était pas là. Est-ce que vous serez candidate avec lui ? Parce que on verra. C'est une bonne question. Parce que, par exemple, la maire de Paris, elle a une étiquette politique, partisane. Moi, je crois que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Je crois qu'un bon maire, c'est celui qui peut rassembler le maximum, on va dire, d'habitants et dans lesquels les habitants de sensibilités diverses peuvent se retrouver. Et donc, je considère que, par exemple, il y a des maires d'arrondissement à Paris qui sont excellents. Nous sommes avec eux dès le premier tour. Je pense, par exemple, au 5e arrondissement, je pense au 9e arrondissement, je pense au 6e arrondissement. Ce sont de très bons maires. Sera avec Jean-Pierre Ce sont de très bons maires d'arrondissement. Et je me retrouve dans l'action qui est la leur. C'est Florence Berthoud, maire du 5e, c'est Delphine Burkly, maire du 9e. Et je trouve que ces rassemblements autour du maire ou de la maire d'arrondissement local, eh bien, c'est comme ça que moi je vois les élections municipales. Attendez, je vous repose la question. Est-ce que vous serez candidate ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre du MoDem ? Mais je vous ai répondu, on verra. On verra et vous le direz quand ? Je le dirai d'abord à mes amis, dans le 6e arrondissement. Avant le 15 mars. Ça me semble pas mal. Premier tour. Voilà. Alors, il y a les programmes aussi. On parle quelques éléments des programmes et des projets. Qu'est-ce qui vous donne plus envie ? La création d'un Central Park à la place de la gare de l'Est. Donc, c'est une idée de Benjamin Griveaux. Le déplacement des lignes internationales de la gare du Nord à Saint-Denis, comme le propose Villani. La plantation de 170 000 arbres. Et la suppression de 60 000 places de parking au centre du programme d'Hidalgo. Ou l'effacement en 6 ans de la dette de la ville de Paris, comme le promet Dati.
Alors vous allez me dire que c'est réducteur, mais quand même. C'est pas réducteur, il y a pas mal d'idées qui étaient chez nous. Moi, j'étais candidate en 2008, je proposais déjà un certain nombre d'entre elles, donc je veux dire, tout se discute, tout peut se mettre sur la table, et c'est pas réducteur, c'est au fond des projets de vie pour les Parisiens, et c'est très important. Et de vrais projets d'ailleurs. C'est une ville que j'aime, et donc moi, je veux le meilleur pour elle. Et je pense que cette ville a besoin d'un changement. Qu'elle n'a pas seulement besoin d'un changement dans ses politiques publiques, sécurité, logement, propreté, urbanisme, et puis on pourrait continuer la liste, mais qu'elle a besoin d'un changement de gouvernance. Et ça rejoint le point que je traitais il y a 5 minutes. Je pense que les élections municipales, c'est le contraire d'élections partisanes ou de partis où on arrive avec son drapeau d'un parti politique. Ça n'intéresse personne. Ça n'est pas ça la question. Alors la gauche, le Parti socialiste, gouverne Paris depuis 18 ans. La droite avait gouverné avant pendant 25 ans. Je pense que le moment est venu d'apporter un vrai changement. C'est-à-dire d'avoir une gouvernance différente, qui parte au fond de l'axe central et qui fasse que demain, Benjamin Griveaux puisse gouverner d'une manière la plus large possible, et non pas réductrice ou partisane ou politicienne. Je pense exactement l'inverse de cela. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible pour Benjamin Griveaux? Oui, absolument. Que vous soutenez de gagner? Vous n'avez pas. Je pense que c'est possible. De gagner? Oui, de gagner. Je pense que les Parisiens ne sont absolument pas dans la campagne au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, là, ce sont les vacances scolaires. Avant, c'était les grèves. Peut-être ça sera à nouveau les grèves, d'ailleurs, la semaine prochaine. Donc, le cadre de référence, c'est pas encore l'élection. C'est pas encore l'élection municipale de Paris. Donc, je crois que rien n'est joué. Que désormais, et ça, les temps sont comme ça, les campagnes sont de plus en plus courtes. Au fond, ça se décide quasiment dans les 3 dernières semaines, pour pas dire les 15 derniers jours. Et donc, je pense que rien n'est joué. Je pense qu'il est très important que Benjamin Griveaux soit en capacité de rassembler large et de rassembler au-delà des étiquettes de parti. C'est pas une question de parti de droite ou de parti de gauche, Paris. C'est d'abord, là aussi, une question d'intérêt général pour Paris et pour les Parisiens. C'est exactement ce que dit Cédric Villani. Et lui, il dit, je suis en train de constituer, c'est lui qui dit, une alliance pour le climat avec le candidat vert. Il s'appelle comment déjà le candidat vert? Je me souviens plus de son nom. C'est vous qui allez faire sa publicité. David Béliard, voilà. Villani. Écoutez, moi, ce que je sais, pour connaître un petit peu la vie politique et parisienne... Villani qui a été proche du MoDem à un moment. Il a été au MoDem, Cédric Villani, et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il a, pour connaître un peu la vie politique... Est-ce qu'il n'est pas en train de vous conduire à l'échec, Villani? Écoutez, est-ce que la division dans un parti est une bonne chose? Non. Ça, franchement, vous voyez, c'est du bon sens absolument basique. Et donc, ça serait mieux que ça qu'il n'y ait pas de division. C'est un peu trop tard. Ensuite, quand on regarde la situation politique à Paris depuis 18 ans, les Verts sont avec les socialistes dans la gouvernance depuis 18 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Et quant au climat, j'ai quand même envie de vous dire que le climat, il a quelquefois bon dos, quoi. Donc l'écologie, quoi, vous voulez dire. Non, le climat n'appartient... La lutte contre le réchauffement climatique n'est l'apanage de personne. Il y a eu des lanceurs d'alerte. Les Verts ont joué un rôle et continueront de jouer un rôle, tant mieux. Mais en même temps, la question du climat, la question de la biodiversité, bref... Toutes ces questions qui sont des questions globales, qui sont des questions pas seulement pour les Parisiens, qui sont des questions pour la France et pour le monde, évidemment qu'elles doivent être traitées de façon transpartisane. Évidemment qu'elles doivent faire l'objet de consensus nationaux, européens et internationaux. Et donc, allons-y dans cette direction-là et... en tous les cas, moi, je lésinerai pas là-dessus. Une dernière question sur Paris. Il y a 6 ans, vous étiez aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui. Elle avait réalisé pratiquement 36% des voix. Aujourd'hui, Rachida Dati, qui est candidate à l'air comme à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet, considère qu'elle est en train de gagner la partie en étant annoncée dans les sondages entre 19 ou 17 et 20%. Les scores des uns des autres sont plutôt bas cette fois-ci par rapport aux élections, y compris le score Anne Hidalgo, de la maire sortante. C'est-à-dire quand vous prenez des maires sortants dans des villes, les scores dans les sondages ne sont pas là, ils sont autour de 30, quoi. Ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts. Et donc, ça veut dire, grosso modo, que vis-à-vis du Parti socialiste ou d'Anne Hidalgo et vis-à-vis de LR, pour le moment, on n'a pas de montée. Et donc,
Je pense que c'est possible pour Benjamin Griveaux. Alors, voilà. Ce qui est possible Maintenant, aussi... il faut qu'on se mette tous ensemble, il faut qu'on avance, il faut faire une campagne de conviction, de rassemblement large des Parisiens pour un vrai changement dans cette ville. Franchement, Paris le mérite. Alors, on n'oublie pas, Marie de Sarnez, il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, que vous êtes la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Pour la première fois, donc, en 70 ans, l'Europe se défait de l'un de ses membres, la Grande-Bretagne. Qui a le plus à perdre? Est-ce que c'est justement la Grande-Bretagne ou est-ce que c'est le reste de l'Europe? Et qu'attendez-vous des négociations qui vont avoir lieu encore pendant 11 mois entre Londres et Bruxelles et les capitales européennes? Pour moi, de cœur, la Grande-Bretagne reste profondément européenne. J'imagine pas l'Europe sans la Grande-Bretagne, je vais vous dire. On peut être européen sans être dans l'Union. Et je me souviens plus encore, on va dire, ces temps-ci ou ces jours-ci, de ce qu'ils ont fait en 40, de Winston Churchill, de tous ces grands moments-là, je veux dire, s'ils n'avaient pas été là, on n'en serait pas là. On n'en serait effectivement pas là aujourd'hui. Et je peux pas oublier ça. Donc je crois qu'il va falloir qu'on continue à être ensemble sous une autre forme. Parce qu'on on ne peut pas quitter l'Union européenne et garder les avantages de l'Union européenne. Donc quid de la politique de défense européenne, quid du climat, puisqu'on en a parlé, et de la politique étrangère. C'est très important que, en matière de défense, de sécurité, de renseignement, nous continuions à être ensemble, Union européenne et Royaume-Uni, et puis aussi France et Royaume-Uni. Nous avons ce qu'on appelle les accords de Lancaster sur la défense. Il faut qu'on continue. Vous savez que la Grande-Bretagne est une puissance nucléaire, comme la France. Désormais, la France est la seule puissance nucléaire de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, le P5. Mais donc, nous devons rester ensemble sur ces grandes questions de sécurité, et nous devons rester ensemble, si possible, sur les grandes questions de politique étrangère. Mais à la vérité, l'Union européenne, elle n'est pas suffisamment unie, homogène, parce qu'il y a différentes thèses cohérente sur un certain nombre de sujets, sur les questions de politique étrangère. Et ma conviction profonde est que si nous voulons avoir une toute petite chance d'exister entre la Chine, dont nous n'avons pas parlé, et les États-Unis, eh bien, c'est en faisant l'Europe et en ayant une Europe qui parle d'une seule voix sur les grandes questions de politique étrangère et les grandes questions qui touchent à l'équilibre du monde. Alors justement, grande question de politique étrangère, puisque c'est aussi dans l'actualité, le plan Trump pour le Proche-Orient. Un plan qui va vers la paix ou qui ne va pas vers la paix? Est-ce qu'on a le sentiment, depuis que ce plan est sur la table, qu'il y a plus de paix au Proche-Orient? Non. C'est très difficile de faire un plan de paix quand vous faites avec une seule des deux parties. Donc en l'occurrence, Benjamin Netanyahu. Vous faites avec Israël et vous ne faites pas avec les Palestiniens. Et on précise les choses, c'est une partie des critiques qu'on entend en Israël même. Absolument. C'est évidemment compliqué et ça peut porter atteinte à quand même une grande partie de la crédibilité de ce plan, entre guillemets, pour la paix. Sur ce, moi je crois que l'Union européenne, l'Europe, doit s'investir davantage. Vous allez me dire, ça fait des décennies que ça dure. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, depuis les années 70. Et vous aurez raison. Mais en même temps, je ne me résigne pas. Il ne peut pas y avoir que les États-Unis qui il y a la Russie, de poser il y a la Chine, les choses sur la table. Et l'Europe absente. Et il faut que l'Europe soit présente. Vous savez qu'on est là-bas le premier donateur. Et en même temps, sous l'angle politique, nous sommes complètement absents. Donc, je ne sais pas si la dénomination de ce plan est juste. Je ne veux pas accabler parce que je pense que tout ce qui pourrait être utile, c'est bien, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire un plan de paix si vous n'avez pas autour de la table les deux parties. Et quid, ça sera la dernière question, de l'Iran, parce qu'il y a un gros problème avec l'Iran aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, je crois vraiment une chose, c'est qu'ils ne font pas que l'Iran ait le nucléaire. Donc, je suis pour le maintien de l'accord de Vienne, malgré toutes les difficultés que je ne sous-estime, mais absolument pas. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait un dialogue avec l'Iran sur la question balistique, en particulier dans la région, sur son influence dans la région. Indépendamment du risque nucléaire, il y a trois risques. Il y a le risque nucléaire. Le balistique est toujours développé. Il y a la question du balistique qui est toujours développée. Est-ce que c'est le seul pays qui développe du balistique? C'est une question. Oui, mais avec des objectifs de détruire, notamment l'État d'Israël et éventuellement. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi la question du balistique doit être traitée avec les Iraniens. Et troisièmement, la question de l'influence régionale de l'Iran doit être notamment également en direction abordée. Des pays du Golfe. Oui. Alors, il y a les pays du Golfe, mais pas seulement. Il y a l'Irak, la Syrie, qui est dans une reconstruction difficile. Et le Liban. Et le Liban, qui est en ce moment, dont on ne parle pas assez, dans une crise économique,
sociale extrêmement lourde et qui a vraiment besoin du soutien de la communauté internationale. Contre peut-être le Hezbollah d'ailleurs, qui ne fait rien pour la paix. En tous les cas, le Hezbollah est déstabilisé lui-même. C'est une première fois dans les manifestations. Je veux dire, il y a des manifestations aussi contre le Hezbollah, c'est-à-dire contre l'ensemble des pouvoirs sortants. Mais ce pays va mal, il va très mal sur le plan économique et social, d'où mon inquiétude et d'où mon appel aussi à plus de soutien et de solidarité avec le Liban. Merci Marie de Cernès d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.